On va se pencher aujourd'hui sur une véritable énigme médicale, une énigme qui touche des millions de personnes. Et surtout, on va parler de la découverte d'une hormone qui pourrait bien détenir la clé de l'ovulation. Voilà la situation. Pour des millions de personnes qui vivent avec le syndrome des ovaires polykystiques, le fameux SOPK, le conseil de base, c'est de changer son mode de vie. Perdre du poids, tout ça. Mais le truc, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pour certaines qui se remettent à ovuler et pas pour d'autres? C'est ce casse-tête que les scientifiques ont voulu résoudre. Alors, pour y voir plus clair, il faut d'abord poser les bases, comprendre ce qui se passe au cœur de ce syndrome. Ok, le SOPK, c'est une condition assez complexe. Pour faire simple, on le reconnaît à 3 grands signes. D'abord, une ovulation qui est soit irrégulière, soit complètement absente. On appelle ça l'anovulation. Ensuite, des niveaux d'hormones mâles, les androgènes, qui sont trop élevés. Et enfin, l'aspect particulier des ovaires à l'échographie. Et il faut savoir que c'est la cause numéro 1 d'infertilité liée justement à cette absence d'ovulation. Donc, face à ce diagnostic, la première chose qu'on recommande en général, c'est d'agir sur le mode de vie. L'idée, c'est qu'en perdant ne serait-ce que 5 à 10% de son poids, on pourrait en théorie rééquilibrer les hormones et hop, relancer la machine. Et c'est pile là que ça coince. Parce que si la perte de poids était vraiment l'insolution miracle, eh bien tout le monde devrait avoir les mêmes résultats, non? Or, ce n'est absolument pas le cas. Il y a donc forcément autre chose. Un facteur caché, un mécanisme biologique qui nous échappe et que les chercheurs ont voulu mettre au jour. Et pour débusquer ce fameux facteur, une équipe de chercheurs a monté une étude assez maligne. Voyons un peu comment ils s'y sont pris. Bon, le protocole était plutôt simple, mais très clair. Ils ont pris 95 femmes, toutes avec un SOPK, une anovulation et une obésité. Pendant 6 mois, tout le monde a suivi le même programme. Régime, sport, suivi psychologique, le package complet. La grande question à la fin, c'était qui va réagir positivement et qui ne va pas bouger. Et au bout de 6 mois, les résultats sont tombés. Et ils étaient très clairs. 2 groupes bien distincts se sont formés. D'un côté, 34 femmes qu'on va appeler les répondeuses, chez qui l'ovulation a repris, on les appellera le groupe OR+, et de l'autre, 61 femmes, le groupe OR-, qui malgré les mêmes efforts sont restées anovulatoires. La question à 1 million, c'est qu'est-ce qui les différencie? Alors, la première idée qui vient à l'esprit, la plus évidente, c'est de se dire le premier groupe a dû perdre plus de poids, c'est logique. Sauf que les données ont révélé une sacrée surprise. Regardez bien ce graphique, c'est là que ça devient fascinant. On a l'évolution de l'IMC, l'indice de masse corporelle, pour les 2 groupes. Et ce qu'on voit, c'est que les 2 courbes, elles sont quasiment superposées. La perte de poids a été quasi identique dans les 2 groupes. La différence est tellement faible qu'en stats, on dit qu'elle n'est pas significative. En gros, ça aurait pu être le fruit du hasard. La conclusion, elle est sans appel. Non, ce n'est pas la perte de poids en elle-même qui explique la reprise de l'ovulation. Donc, si ce n'est pas le poids, alors c'est quoi? Cette découverte a forcé les chercheurs à aller voir plus loin, à plonger dans le sang des participantes pour chercher la réponse au niveau biochimique. Et c'est là, en analysant en détail les hormones dans les prises de sang, qu'ils ont enfin mis le doigt sur un indice crucial. La différence était bien là, mais elle était invisible à l'œil nu. En fait, la vraie différence, elle ne se lisait pas sur la balance, mais dans les éprouvettes. Les analyses hormonales ont raconté une histoire totalement différente pour chaque groupe. Juste un petit point rapide pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Les androgènes, ce sont des hormones qu'on qualifie souvent de masculines, même si tout le monde en produit. Le problème dans le SOPK, c'est qu'il y en a souvent trop, et c'est ça qui met le bazar dans le cycle. Logiquement, c'est donc de ce côté-là que les chercheurs sont allés fouiller. Et là, premier indice intéressant, et ce dès le début de l'étude, avant même que le programme ne commence, les femmes qui allaient plus tard se remettre à ovuler, elles avaient dès le départ des niveaux d'une hormone, l'AMH, qui était bien plus bas que les autres. C'est un peu comme s'il y avait un signe avant-coureur, une sorte de prédisposition biologique à mieux répondre au traitement. Et là, attention, on arrive au cœur de la découverte, le moment eureka de l'étude. Ce graphique est incroyable, il montre l'évolution d'un androgène bien précis, le 11-OHA4. Regardez bien. Pour les femmes qui ont recommencé à ovuler, la courbe en trait-plein, le niveau de cette hormone s'effondre. Et pour les autres, celles qui sont restées anovulatoires, la courbe en pointillé, c'est tout l'inverse, le niveau a carrément augmenté. C'est le seul marqueur qui a évolué de façon si radicalement opposée. Une vraie bifurcation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce n'est pas juste une trouvaille de labo. Ça pourrait concrètement changer la façon dont on aborde le traitement du SOPK. Donc, si on résume, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Premièrement, la perte de poids seule, ça ne suffit pas, ce n'est pas la garantie d'un retour de l'ovulation. Deuxièmement, certains marqueurs, comme l'AMH au départ, pourraient peut-être un jour nous aider à prédire qui a le plus de chances de répondre au traitement.
Mais surtout, le point crucial, c'est cet androgène spécifique, le 11-OHA4. On dirait bien que le véritable interrupteur biologique de l'ovulation, ce n'est pas tant la perte de kilos, mais la capacité du corps à faire chuter cette hormone-là. Les chercheurs eux-mêmes restent prudents, bien sûr, mais optimistes. Ils le disent dans leur conclusion, si d'autres études confirment ces résultats, on peut tout à fait imaginer un futur où on ne se contenterait plus de suivre le poids, mais où on surveillerait aussi ces androgènes. Ça permettrait de donner des conseils beaucoup plus personnalisés et de savoir à quel moment l'ovulation a des chances de reprendre. On termine donc là-dessus avec cette question qui ouvre pas mal de portes. Est-ce qu'un simple test sanguin pourrait un jour révolutionner la prise en charge du SOPK? L'idée, ce serait d'arrêter de se focaliser uniquement sur la balance et de regarder plutôt ce qui se passe au niveau hormonal avec des marqueurs comme ce fameux 11-OHA4. Au final, la réponse se trouve peut-être moins dans les kilos que dans la chimie du corps.